Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session du webinaire juridique Grâce à Voix. Nous accueillons ce mois-ci Diane Deray et Arnaud Anti. Bonjour. Et nous allons parler aujourd'hui deux sujets d'actualité qui sont la fusion Agirc-Arrco, le reste à charge zéro qui s'appelle 100% santé, l'avant-projet de la loi de financement de la sécurité sociale 2019, le projet de la loi de finances 2019 et puis on traitera aussi d'autres informations que Diane et Arnaud évoqueront à la fin. Déjà, nouveauté au niveau du sommaire, on n'est plus sur l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale. On reverra nos slides, on est désormais sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, il vient d'être présenté en Conseil des ministres et il est disponible normalement sur le site de l'Assemblée nationale. Alors on y est allé ce matin, il n'était pas encore disponible sur le site. Il est effectivement indiqué qu'il a été déposé à l'Assemblée nationale, mais il n'est pas encore disponible sur le site, mais bon, sans doute dans la journée. Alors, on commence par la fusion Agirc-Arrco. Oui, alors fusion Agirc-Arrco, c'est le grand sujet. Comme vous le savez, la fusion Agirc-Arrco a été décidée par les partenaires sociaux dans le cadre d'un premier accord, la nuit du 30 octobre 2015. Et cette fusion des deux caisses de retraite, Agirc d'une part et Arrco d'autre part, prendra effet le 1er janvier 2019. Demain, quoi. Donc, dans cette année de 2015, il était prévu une négociation qui allait porter sur deux thèmes. Le premier thème, la fusion en tant que telle, Agirc-Arrco, et second thème, l'encadrement, donc la définition des cadres, et l'obligation à 50 tranches A. Donc, le premier ami du 17 novembre 2017, instituant le régime Agirc-Arrco dans cette complémentaire, et du coup, c'est l'accord qui organise la fusion effective des deux caisses. Donc, les principales observations qu'on peut avoir sur cette année, c'est que désormais, on n'a plus de distinction entre cadre et non-cadre. Ils visent l'ensemble des salariés. Désormais, on n'aura plus que deux taux pour deux tranches de rémunération. Donc, fini tranche A, B, C, fini tranche 1 et tranche 2, ancienne mouture. Désormais, on aura la tranche 1 entre 0 et 1 pass et la tranche 2 de 1 à 8 passes. Et ensuite, donc ça c'était l'ANI vraiment qui organise la fusion au niveau de la retraite complémentaire. Et ensuite, on a notre second sujet qui est la prévoyance des cadres. Alors là, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on a le principe, c'est qu'une négociation est ouverte pendant toute l'année 2018 entre les partenaires sociaux afin de définir ce qu'est un cadre et de revoir éventuellement l'obligation à 50 tranches A. En revanche, si cette négociation échoue en 2018, un ANI a tout de même été signé à la même date que le premier du 17 novembre 2017. Et cet ANI du 17 novembre 2017, seconde mouture, est un ANI relatif du coup à la prévoyance des cadres qui n'entrera en vigueur qu'à défaut de signature d'un accord sur l'encadrement d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'ils ont joliment appelé un accord balai. Exactement, parce que ce que nous avons gentiment appelé. Voilà, c'est un peu l'accord, c'est un accord par défaut. Et la particularité de cet accord, c'est qu'il a fait une sorte de copier-coller de certaines dispositions qui figurent actuellement dans la CCN de 1947. Donc, où en sommes-nous actuellement dans les négociations ? Donc, elles avaient bien débuté en début d'année. On avait même eu connaissance d'un projet d'ANI en mars 2018 qui maintenait l'obligation de cotiser à hauteur de 50 tranches A, mais avec des petites distinctions, plus nécessité d'affecter par priorité la cotisation de décès, et en outre, la définition des cadres, à terme, aura été définie non plus dans les ANI Agirc-Arrco, mais aura été renvoyée au niveau de chaque branche. Toutefois, ce projet d'ANI qui nous avait été communiqué était un projet patronal qui visiblement n'a pas rencontré l'adhésion des partenaires sociaux, qui m'avait été dénoncé, et a priori, on a de bonnes chances de penser que cette ANI est tombée à l'eau. En fait, depuis mars, on a eu une longue période où les négociations étaient suspendues et elles ont repris tout récemment. Reprise des négociations par deux réunions bilatérales le 26 septembre et le 1er octobre. À notre connaissance, aucune réunion plénière n'est prévue pour l'instant. Et pour l'instant, aucune nouvelle n'a fuité. On a l'impression que c'est difficile de définir un cadre. Ils vont avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord sur ce qu'est un cadre. Exactement. Donc pour l'instant, même si c'est plutôt bon signe que les négociations aient repris,
on se dirige tout de même plutôt vers une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l'ANI dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc du coup, on va partir du postulat que c'est ce texte-là qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019, bien entendu sous réserve que les négociations aboutissent d'ici la fin de l'année. Donc en cas d'échec de cette négociation d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Cette ANI entrera en vigueur, et comme je vous le disais tout à l'heure, cette ANI reprend certains articles, certaines définitions qui figuraient dans la CCN, qui figurent actuellement dans la CCN AGIRC de 47. La première chose, c'est la définition des cadres. On a un copier-coller de la définition des cadres telle qu'elle figure aux articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC de 47. Bon, vous l'aurez compris, il nous manque une catégorie, il nous manque les assimilés cadres relevant de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de 47. Un oubli, pas vraiment. En effet, je vous rappelle que c'est un accord qui porte sur l'obligation d'un 50 tranche A. Or, l'obligation d'un 50 tranche A ne vise que les cadres et assimilés cadres 4 et 4 bis. Donc, c'est pas un oubli, c'est pas illogique. C'est juste que nous, ça aura un impact peut-être à terme sur nos régimes. Mais dans le cadre de ces obligations de prévoyance 1,50 tranche A, c'est tout à fait logique. Et deuxième sujet, un copier-coller également de l'obligation de cotiser à hauteur de 1,50 tranche A tel qu'on le connaît actuellement, qui figure pour l'instant dans l'article 7 de la CCN AGIRC de 47. Alors, pour mémoire, le 1,50 tranche A, je vous rappelle, il s'agit donc d'une obligation qui était donc dans la CCN de 47, comme l'a dit Diane, qui donc est repris textuellement dans cet accord Balai, qui a vocation à s'appliquer au 1er janvier, à défaut d'accord sur la définition des cadres. Donc il s'agit toujours, enfin ça normalement vous la connaissez bien, d'une obligation pour l'employeur de cotiser à hauteur de 1,5% de la tranche A, avec comme objectif de financer la prévoyance des cadres, donc cadres et assimilés, 4 bis, avec précision que la cotisation doit être affectée en priorité à la couverture d'essai, et avec également, ils ont repris la sanction qui existait dans la CCN de 47, à savoir qu'en cas de décès d'un cadre ou d'un assimilé cadre, si l'employeur ne veut pas justifier d'avoir cotisé sur un régime de prévoyance à hauteur de 1,5% de la tranche A, il devra verser un capital d'essai égal à, enfin aux ayants droit du salarié décédé, égal à 3 passes. Voilà. Alors, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation par chat. Et d'ailleurs, on a une petite question, je pense, à laquelle on peut peut-être répondre maintenant. Comment cela se passera-t-il si nous avons un taux de prévoyance différent sur la TC? Alors, je vous propose d'aller sur le slide suivant, parce que là, pour l'instant, on vous a parlé des ANI et des réglementations liées à la retraite complémentaire, etc. Maintenant, on va vous parler des conséquences de cette fusion AGIRC-ARCO sur les régimes, et par ce biais-là, on va forcément répondre du coup à la question qui vient de nous être posée. Donc, pour mémoire, on se pose beaucoup de questions parce que les textes applicables en matière d'exonération de charges sociales font référence à des textes d'AGIRC-ARCO. Donc on a notre critère 1 qui fait référence aux catégories cadres et non cadres en référence à la CCN de 47. Et on a notre critère numéro 2 qui fait référence à un seuil de rémunération déterminé à partir des limites inférieures des tranches de rémunération. Donc bien sûr, cela a un impact sur nos catégories objectives et cela a également un impact sur nos taux de cotisation, notamment en prévoyance lourde, quand on a des taux de cotisation tranche A, B, C. Donc, nous, notre position, on s'est posé beaucoup de questions, bien sûr, vu qu'on n'a pour l'instant pas de position officielle de l'administration. Mais nous, notre position, c'est qu'actuellement, les textes applicables en matière d'exonération font toujours référence aux anciens textes, enfin aux futurs anciens textes de l'AGIRC et de l'ARCO. Donc, d'un point de vue juridique, c'est des textes qui font toujours référence à ces définitions-là. Et c'est pas parce qu'au 1er janvier 2019, les textes ne seront plus en vigueur du fait de leur substitution par la nouvelle ANI du septembre 2017, c'est pas parce qu'ils ne seront plus en vigueur qu'ils n'existeront plus dans l'ordonnancement juridique et qu'on ne sera plus capable de déterminer ce qu'est un salarié article 4, 4 bis 36, ou qu'on ne sera plus capable de déterminer ce qu'est une tranche A, B ou C. D'ailleurs, de même, ne serait-ce que pour les tranches A, B, C, je vous rappelle qu'en matière de catégorie objective,
l'administration tolère actuellement de constituer des catégories ou des seuils ou des cotisations en fonction de seuils qui ne sont pas uniquement des seuils inférieurs aux tranches Agirc et Arco. Notamment, on a une tolérance sur 2 faces. Donc, à partir de là, on peut considérer que ne serait-ce qu'au niveau des tranches, dès lors qu'on fait des catégories en fonction des passes, on n'aura pas de souci. Donc en fait, nous, notre position, voilà, quelle est-elle ? On peut considérer que tout régime qui est conforme aux règles actuellement en vigueur n'encourt pas de risque, dès lors qu'il respecte bien les règles actuellement prévues dans nos décrets de janvier 2012 et juillet 2014. Dès lors qu'on respecte bien ces règles-là, pour nous, les régimes ne devraient pas encourir de risque. En gros, les exonérations ne vont pas tomber au 1er janvier. Après, bien sûr, cette position-là, c'est sous réserve d'une confirmation par l'administration d'ici la fin de l'année. En off, il semble quand même que l'administration ait bien compris. Oui, a priori au départ, ils n'y avaient pas pensé. C'est ce qu'on nous a dit, que dans l'environnement Agirc-Arco, fusion Agirc-Arco, les conséquences sur le critère 1 et le critère 2 n'avaient pas été vraiment envisagées par la DSS, et que bien sûr maintenant alerté à la fois par les syndicats d'employeurs, par les cabinets d'avocats spécialisés, ils travaillent actuellement à un texte, alors on ne sait pas lequel, et tout ce qu'on vous dit là, bien évidemment, ça sera appelé de toute façon à évoluer. On pense qu'il y aura une modification du Code de la Sécurité sociale pour modifier les critères. On pense qu'il y aura aussi une circulaire ou une note, une lettre circulaire de la DSS pour nous dire quoi faire en attendant. Mais on est quand même relativement confiant sur le fait que le régime tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il est organisé aujourd'hui, s'il est conforme en fin 2018, il sera encore conforme début 2019. Ce n'est pas possible autrement. Trop d'entreprises ont leur régime défini objectivement par rapport à un critère 2. Donc en gros, en résumé, on a bien compris qu'on était un dommage collatéral. Donc pour l'instant, on attend. Je pense que côté administration, ils attendent d'en savoir plus sur les négociations côté Agirc-Arco avant de eux-mêmes tirer des conséquences, éventuellement modifier les décrets ou sortir une circulaire. Donc on pense que de toute façon, une fois que qu'il sera clair que soit l'année de 2017, soit un nouvel année négocié d'ici la fin de l'année entre en vigueur, donc à partir de ce moment-là, les choses vont se débloquer, on aura plus de visibilité. Mais ce qui est certain, c'est qu'on imagine mal que d'ici la fin de l'année, on n'ait pas une position claire de l'administration, rassurant et sécurisant les entreprises. De toute façon, au 1er janvier, c'est sûr, c'est impossible que les sociétés aient le temps de revoir leurs accords collectifs, aient le temps de revoir leur régime, leur décision unilatérale. C'est pas possible de toute façon, donc on est plutôt confiant à ce niveau-là. Donc nous on tablerait plutôt, et là bon je regarde dans ma boule de cristal, voilà, mais on tablerait quand même plutôt sur un statu quo tant que les textes réglementaires ne sont pas modifiés. On espère une circulaire d'ici la fin de l'année nous confirmant ces points-là. Et il est vraisemblable qu'à terme, les décrets soient tout de même toilettés afin de correspondre aux nouvelles règles. Donc concernant la question qu'on a eue tout à l'heure sur qu'est-ce que je fais quand j'ai une tranche C, je suppose que la question c'est j'ai un régime de prévoyance lourde avec une cotisation tranche A, tranche B, un taux unique, je sais pas, on va dire 1,50 en tranche A, tranche B de financement patronal et 1,70 en tranche C par exemple. Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'effectivement, ma tranche C à terme n'existera plus. Donc nous, d'un point de vue exonération, pour nous, il n'y aura pas de problème. En revanche, attention, faites bien attention auprès de votre gestionnaire de paye à ce qu'il ne touche pas à ces lignes-là et à ce qu'éventuellement, il va forcément devoir mettre à jour son dispositif, le logiciel, afin de s'assurer qu'il puisse, au 1er janvier, prélever les cotisations Agirc-Arco de retraite complémentaire, donc avec les nouvelles tranches 1 et 2. En revanche, vous, votre régime, sauf si vous le souhaitez, mais je suppose qu'il ne sera pas modifié d'ici la fin de l'année, il faudra bien faire attention avec le gestionnaire de paye que ce qui est pratiqué dans l'entreprise, donc les taux de cotisation qui sont précomptés, correspondent bien à ce qui est prévu dans les actes. Donc bien conserver
vos taux de cotisation actuels, y compris au niveau de la paye. Voilà, bien avoir la possibilité de cotiser par tranche en multiples de passes, quoi, on va dire. Voilà, ce qui normalement ressemble à tous les régimes existants aujourd'hui. Alors, on pourra revenir en fin de session de toute façon sur ces sujets. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, vos équipes commerciales sont de toute façon là à vos côtés sur ces sujets également. On va changer complètement. On va partir maintenant sur la réforme reste à charge zéro, qui s'appelle aussi 100% santé. Oui, alors déjà une réforme qui est un peu plus sympathique, enfin j'imagine. Hein. Donc, alors, pour mémoire, hein, il s'agit d'un engagement du candidat Macron qui, durant la campagne présidentielle, s'était engagé à permettre un remboursement à 100% santé, reste à charge zéro, hein, c'est le même terme. Hein, le terme officiel c'est 100% santé, mais c'est vrai que en assurance, on parle aussi pas mal de reste à charge zéro. Et donc, il s'était engagé à ce que sur 3 secteurs qui sont identifiés clairement depuis toujours pour des raisons historiques comme étant des secteurs avec un fort reste à charge, il y ait une possibilité pour les assurés sociaux d'avoir une offre à 0 € de reste à charge. Hein, étant entendu que ce reste à charge zéro s'entend toujours régime de base obligatoire et régime complémentaire, hein, qu'il soit facultatif ou régime complémentaire dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Donc les 3 secteurs concernés, hein, c'est l'optique, le dentaire et l'audiologie. Pour arriver à ce reste à charge zéro, en fait, les solutions qui ont été trouvées sont les mêmes quel que soit le secteur concerné. Le gouvernement a convenu avec les secteurs professionnels concernés d'un prix limite de vente sur certains équipements, sur certains équipements, une augmentation de la base de remboursement, pour une meilleure prise en charge à la fois du régime obligatoire et du régime complémentaire, et une modification forcément des planchers de remboursement des contrats responsables, sachant que les contrats responsables sont l'extraordinaire majorité des contrats qui sont aujourd'hui commercialisés en assurance complémentaire santé. C'est logique, quoi. On limite les prix et on augmente les remboursements. C'est ça, on limite les prix, on augmente les remboursements à la fois du régime obligatoire et du régime complémentaire en conditionnant les exonérations fiscales et sociales du contrat responsable à l'adéquation entre le plancher. En fait, le plancher du contrat responsable va devenir le montant du prix limite de vente qui est imposé aux professionnels. Pour arriver à cela, il y a eu des négociations par secteur qui se sont déroulées cette année, qui ont été menées par le ministère de la Santé et donc les syndicats des chirurgiens-dentistes, des audiologues et des audioprothésistes et des opticiens. Et donc là, désormais, on est dans la réglementation. En fait, on va réglementer maintenant ce qui avait été convenu entre le ministère et les syndicats professionnels par l'article 33 de l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui va sans doute changer de numéro au fur et à mesure des discussions devant le Parlement. Dans cet article 33, on va retrouver en fait les dispositions modifiant le code de la sécurité sociale permettant justement d'inclure et de permettre d'encadrer en fait ces équipements, que ce soit au niveau des règles de commercialisation, au niveau des principes de classe d'équipement, des pénalités qui pourraient être applicables, etc. Et également, bien sûr, l'obligation pour les contrats responsables d'être conformes à compter du 1er janvier 2020. Alors 2020, c'est quand même assez tôt, là on est à fin 2019, donc fin 2018, pardon. Donc ça veut dire que en gros, les entreprises et les assureurs n'auront qu'un an pour se mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables, nouvelle mouture, reste à charge zéro. Donc ce qui est pas inintéressant, c'est que là, en début de mois, on a une délibération de l'UNOCAM du 3 octobre qui a fait une demande
alerté sur les conséquences importantes de ces nouvelles règles, leur complexité en termes de gestion, de tarifs. Enfin, il y aura quand même du travail, ça ne va pas se faire non plus aussi rapidement que ça. Et c'est vrai qu'ils ont fait un appel aux URSSAF. S'il vous plaît, soyez bienveillants. Et en gros, une demande de tolérance pour l'année 2020, avec un espoir en gros de rallonger un peu cette période transitoire et de se reporter quelque part à 2021. C'est ça, sachant que l'UNOCAM, c'est l'organisme qui représente les organismes d'assurance, on va dire, en complémentaire, complémentaire santé. Voilà. Donc mutuelle, IP et compagnie d'assurance, mais spécifiquement au niveau de l'assurance santé, qui sont toujours quasiment associés à tout texte sur les évolutions de la protection sociale au niveau de la santé. Espérons que les URSSAF entendent son appel. Oui, alors bon, c'est un vœu pieux, je ne suis pas du tout sûr que les URSSAF écouteront l'UNOCAM. Bon, après, on ne sait pas. Il faut juste voir que, effectivement, c'est assez lourd pour les complémentaires santé, cette évolution. Alors, c'est lourd pour la sécurité sociale, mais on va le voir, pour les complémentaires santé, ça suppose de modifier profondément leur grille de garantie qui sont aujourd'hui dans les contrats responsables. Ça va aussi avoir un impact au niveau tarifaire, mais pour les contrats les plus, on va dire, excusez-moi le terme, c'est peut-être pas le bon terme, mais les plus bas de gamme, on va dire, entre guillemets, ceux qui représentent les plus faibles garanties, puisque forcément, comme on va avoir un effet pour que le plancher de remboursement soit égal au prix limite de vente, et on va augmenter les planchers, donc forcément les remboursements seront meilleurs dans ces contrats-là. Bon, et puis après, il y a effectivement aussi un problème de ce que je vous disais, c'est-à-dire de système de gestion, c'est-à-dire outre le fait qu'on modifie le contrat, il va falloir que les gestionnaires de ces contrats d'assurance, et en premier lieu grâce à vous, se mettent à jour au niveau du système de gestion, sachant qu'on complexifie quand même beaucoup le remboursement dans ces trois secteurs. Alors, pour faire assez vite, un point un peu plus précis sur ce que ça change au niveau des trois secteurs concernés. Alors, en dentaire, le 100% santé, en fait, il se présente sous la forme de trois paniers. L'administration, on va appeler ça comme ça, l'administration a décidé de définir trois paniers médicaux. Donc on va avoir le premier, c'est un panier de reste à charge zéro. Le deuxième panier, c'est un panier où les tarifs sont maîtrisés. Alors, il faut comprendre maîtriser, ça veut dire plafonné. Voilà, le professionnel sera tenu sur un certain tarif. Et le troisième panier, ce sont les tarifs libres. Et que désignent ces paniers-là? En fait, ils désignent les prothèses et en fait, les prothèses seront dans un de ces trois paniers en fonction du matériau utilisé. Et quand je dis matériau, en fait, il faut penser esthétisme, c'est-à-dire, en gros, je suis désolé, je ne suis pas du tout un professionnel, mais bon, la dent couleur acier ou la dent couleur ivoire, on va dire, voilà. Donc voilà, c'est ça, les dents céramiques, métallo-céramiques, etc. Et le placement de la dent. Pour résumer vraiment très largement, c'est le reste à charge zéro a une vocation à rembourser sans reste à charge, là où c'est médicalement nécessaire, avec une petite touche quand même d'esthétisme. Donc les dents de devant, les dents du sourire, les dents blanches seront en reste à charge zéro, dans une certaine limite de matériaux utilisés, sachant que, si j'ai bien compris, il y a des matériaux qui sont très haut de gamme, qui permettent vraiment d'avoir des dents magnifiques, et celles-ci, bon là pour le coup, elles seront pas dans le reste à charge zéro. À l'inverse, les dents du fond, l'administration considère qu'il n'y a pas de nécessité particulière à ce qu'elles soient blanches. Donc, si demain vous avez une prothèse sur une molaire et que vous ne souhaitez pas débourser d'argent, ça sera une prothèse qui aura une couleur métal. Voilà. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, 87% des prothèses qui sont posées en France correspondent à un seul code de remboursement Sécu, qui est le joli code HBLD 036. Et bien, demain, si vous voulez, ce code en fait ne va plus exister, il va être divisé en 8 codes différents qui seront donc en fonction de la position de la dent et du matériau utilisé. Donc,
premier panier, le reste à charge zéro, son nom l'indique lui-même, hein, c'est-à-dire qu'on va être sur une obligation assurance maladie, contrat complémentaire responsable d'une prise en charge à 100%, c'est-à-dire au niveau du prix limite de vente qui est lui-même imposé au dentiste. Sur le second panier, on a encore un prix limite de vente, mais cette fois-ci, l'obligation de prise en charge, elle n'est pas à hauteur du prix limite de vente, hein, elle est en deçà, avec la possibilité pour le régime complémentaire de rembourser, mais ce ne sera qu'une possibilité. Et puis sur le troisième panier, là on est dans la même situation que le deuxième panier, mais ici il n'y a pas de prix plafonné, donc les prix seront libres et le contrat rembourse ou ne rembourse pas. À côté de ça, parce que forcément toutes ces mesures, hein, que ce soit en audiologie, en dentaire ou en optique, hein, sont accompagnées d'autres mesures à côté. On va avoir une revalorisation des soins conservateurs. Alors, les soins conservateurs, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que les soins que vous fait le dentiste avant une prothèse, hein, donc en gros les soins de carie, détartrage, etc. Donc ils vont être désormais mieux remboursés. Alors ça a une vocation bien sûr de prévention, mais également pour compenser en fait la perte de chiffre d'affaires pour le dentiste. Et puis il y a un renforcement assez effectif, hein, de la prévention. En matière d'optique, là en fait on est sur l'optique et l'audiologie, on est sur une logique un petit peu différente. Déjà on ne s'adresse pas à des médecins, donc, on va s'adresser plutôt à des commerçants. Donc ici, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le professionnel de santé va être obligé de vous proposer une offre reste à charge zéro en même temps que l'offre qui vous tente, qui vous plaît, voilà. Donc dans le cadre de son devis, en fait, il y aura les deux, hein. L'offre de reste à charge zéro, elle, telle qu'elle est définie aujourd'hui, comprend deux catégories enfin, on a divisé les verres d'un côté, les montures de l'autre côté. Donc les verres de classe A pour le reste à charge zéro, classe B pour les tarifs libres. Les verres de classe A correspondent à un certain niveau, à un cahier des charges de qualité assez strict qui est, d'après les professionnels, assez bien fichu et qu'on retrouve aussi en audiologie, hein, et même en dentaire. On voit qu'ils ont un peu travaillé le sujet. Il ne s'agit pas juste de faire du bas de gamme, hein, non seulement on reste à charge zéro, mais de matériel de qualité. Donc des verres de classe A qui seront remboursés à 100%. Des verres de classe B qui sont à tarif libre, hein, donc forcément sans doute de meilleure qualité, avec plus d'options, peut-être des verres de marque, des montures de marque. Là, je parle que des verres. Hein. Ah, pardon, des verres. Mais par contre, effectivement, des verres peut-être de verrier, bien sûr, de verrier, voilà, peut-être une histoire de poids aussi dans les verres. Enfin, honnêtement, je ne connais pas très bien le sujet. Il y a quand même un cahier des charges qualité, hein, sur les verres 100% santé, donc. Qui est, selon les professionnels de la profession, assez bien fichu. Et on a en matière de monture, là, on va avoir des montures de classe A, classe B, avec cette même logique, hein, donc classe A, limite de vente relativement bas, puisque là, on est à 30 €, hein, la paire de montures, et classe B, des montures plus importantes. Alors, pour précision quand même, que la possibilité pour l'assuré de prendre un verre de classe A avec une monture, un verre de classe A avec une monture de classe B, donc c'est-à-dire de ne pas se limiter aux montures à 30 €, parce que bon, c'est vrai, pour le coup, les montures à 30 €, même si elles-mêmes respectent un cahier des charges, hein, elles seront quand même d'un nombre relativement limité. On parle de 17 paires types de paires pour adultes, 10 paires pour les enfants. Bon, peut-être que les gens, il y a un côté esthétique, hein, qui fait que les gens aiment bien choisir leur monture. Et petite précision par rapport à ça, la possibilité, hein, pour le contrat responsable de rembourser les montures de classe B jusqu'à hauteur de 100 €. Donc là, en fait, on voit qu'on a diminué le plafond du contrat responsable, puisque pour mémoire, hein, on était à 150 € la monture dans le cadre des contrats responsables, enfin du contrat responsable qui existe aujourd'hui. Demain, on sera à 100 €. Hein. Mais on conserve sinon l'ensemble des plafonds du contrat responsable. Donc si vous choisissez des verres et des montures de classe B, ben, vous serez quand même, vous ne bénéficierez pas du reste à charge zéro, mais vous pourrez être remboursé par votre complémentaire, si
celle-ci va jusqu'au plafond autorisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les plafonds qui existent aujourd'hui, ils vont tous diminuer de 50 €, puisque vous savez, les plafonds étaient exprimés vers monture, enfin l'équipement entier, monture comprise. Donc demain, comme les montures baissent de 50 €, les plafonds tous baissent de 50 € aussi. En audiologie, on a la même logique qu'en dentaire, qu'en optique, c'est-à-dire deux types d'équipements. Des audioprothèses de classe 1 qui sont soumises à prix limite de vente, qui bénéficient elles aussi d'une hausse de la base de remboursement pour permettre d'arriver au reste à charge zéro, et qui aussi doivent respecter un cahier des charges qualité a priori assez bien fichu. Là encore, le professionnel devra proposer, dans le cadre de l'établissement de son devis, un devis qui inclut forcément un équipement reste à charge zéro. Les complémentaires maladie, elles, ont l'obligation de rembourser, dans le cadre du contrat responsable, les équipements de classe 1 en intégralité, déduction faite bien sûr du remboursement de la sécurité sociale. Et au niveau des audioprothèses de classe 2, on instaure un plafond de remboursement au niveau de l'audiologie à 1 700 € par oreille, donc un nouveau plafond qui va être inséré dans les contrats responsables. Voilà. Si vous voulez plus de détails sur le contrat responsable, on peut bien revenir vers votre chargé de clientèle, on peut bien sûr vous apporter plus de détails. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu limité en temps. Juste, très rapidement, le calendrier, puisque ça, pour le coup, ça a vraiment un intérêt. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à compter de 2020, 1er janvier 2020, le contrat que vous avez devra être devenu conforme à cette réforme. En 2020 également, on aura un 100% santé effectif en matière d'optique, et en 2021, le 100% santé effectif en matière d'audiologie et en dentaire. Voilà. Et on va partir maintenant du coup sur les lois de financement de la sécurité sociale. Oui, alors avec la précision que tous les articles qu'on va citer, ils concernent l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale qui avait circulé, qui n'était pas un document officiel. Aujourd'hui, le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale, donc il est possible qu'il y ait une numérotation qui est un petit peu modifiée. Très très rapidement, avant de laisser la parole à Diane, première année depuis 2001 où nous avons normalement, nous aurons un régime qui reviendra à l'équilibre et qui sera même un peu excédentaire. En matière de chiffres, on est sur donc une prévision des dépenses d'assurance maladie de 200 milliards, ce qui est quand même assez considérable, 400 millions d'euros de plus que l'année dernière, et qui est donc tout à fait conforme aux prévisions. Voilà, a priori, tout le monde se félicite de ce budget. On l'a vu dans la presse, ça revient à l'équilibre, nanana, bon ben... Ils en sont tous très fiers. On est tous très contents, voilà. Alors ensuite, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a eu plusieurs dispositions relatives à des baisses de cotisations. Donc en fait, je pense que vous aviez dû écouter notre webinaire l'année dernière à peu près à la même période. Si vous vous rappelez bien, on avait eu des suppressions de cotisations salariales d'assurance maladie issues du PLFSS de 2018 qui s'inscrivaient dans la suite de la hausse de la CSG à 1,7 points. Donc un peu dans cette continuité, on a à nouveau des baisses de cotisations. Donc d'abord des baisses de cotisations salariales, vieillesse de base et complémentaires sur les heures supplémentaires. Donc un peu comme l'année dernière, on nous vante un pouvoir d'achat, un gain de pouvoir d'achat pour les salariés, qui serait a priori un gain moyen de 200 € par an et par salarié. C'est un peu le retour des heures supplémentaires de Nicolas Sarkozy, sauf que cette fois-ci, elles seront fiscalisées. Voilà, et ce sera applicable donc, pour les heures sup réalisées à compter du 1er septembre 2019. Le montant de la réduction sera fixé par un décret à venir, et cela visera non seulement les salariés du secteur privé, mais également les agents des 3 fonctions publiques. Donc là, on parlait réduction de cotisation salariale. En face, on a également une autre mesure sur un allègement de cotisation, cette fois-ci patronale.
En fait, on va avoir une suppression du CICE et du CITF. Alors pour mémoire, CICE égale crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui est un crédit d'impôt qui vise à financer l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Et le CITF, crédit d'impôt sur la taxe des salaires. Donc ces deux crédits d'impôt vont être supprimés. Et désormais, on aura un allègement de cotisation patronale donc généralisé. Donc, ce qui est pas mal, ça s'appliquera à toutes les sociétés, y compris celles peut-être moins bien informées qui n'avaient pas fait de demande au titre du crédit d'impôt. Donc, pour toutes les sociétés, désormais, allègement permanent de cotisation patronale d'assurance maladie. Donc, on passe quand même de 13% à 7% pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Donc, ça, c'est une disposition qui sera applicable dès le 1er janvier 2019. Et ensuite, on aura une extension du champ d'application de la réduction Chilion, donc en 2 temps. 1er janvier 2019, ce sera étendu aux cotisations de retraite complémentaire obligatoires. Et octobre 2019, aux contributions patronales d'assurance chômage. Donc encore une fois, c'est quand même plutôt positif. Et enfin, dans la suite de ce que je vous disais au début sur la CSG, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début d'année, on avait entendu pas mal de contestations sur ces dispositions, notamment pour les retraités modestes. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a eu une volonté d'atténuer l'effet de seuil pour bénéficier d'un taux réduit de CSG. En gros, ne sera applicable le taux normal de CSG que lorsque les revenus de référence des assurés excèdent le seuil défini pour bénéficier du taux réduit, et ce pendant 2 années consécutives. Voilà. Alors, autre mesure qui est dans l'avant-projet de loi et qu'on trouve normalement, sauf grosse surprise, qu'on va trouver dans le projet de loi, la modification du forfait patientèle. Alors, très rapidement, le forfait patientèle, on en parle chaque année, c'est un classique parce qu'il est financé en partie par les complémentaires santé et donc par vous. Le forfait patientèle, c'est un mode de rémunération qui a été convenu avec les médecins libéraux, en plus, on va dire, ou à la place de la rémunération à l'acte. Chaque fois que le médecin reçoit un patient, les médecins bénéficient d'un système de rémunération forfaitaire dans lequel la part principale est constituée par le forfait patientèle, qui est basé sur les caractéristiques de la population de la patientèle, du médecin traitant. Alors, pourquoi on vous en parle cette fois-ci? C'est parce que en 2018, on avait, là cette année, la participation au forfait patientèle, donc qui est supportée par les complémentaires santé et donc forcément par ceux qui cotisent aux complémentaires santé. En 2018, la loi de finances de la sécurité sociale prévoyait qu'il y aurait une contribution de 8,10 € par assuré. Alors bon, je vous passe les détails, c'est pas tout à fait par assuré, mais bon voilà, ce qu'il faut retenir, c'est les 8,10 € par assuré. Donc voilà, une contribution forfaitaire qui était versée, qui représentait quand même 250 millions d'euros qui étaient reversés aux médecins. En 2019, et ça c'était convenu dans le cadre de la convention médicale qui avait été signée en 2016 entre l'assurance maladie et les médecins, en 2019, on passe à 300 millions. Il n'était pas précisé la façon dont on avait financé ces 300 millions. On aurait pu imaginer que le montant forfaitaire est passé de 8,10 à 10 ou 12 euros. Et en fait, non, on change de système. Désormais, a priori, le projet prévoit que ça serait une contribution qui serait assise sur le montant des primes ou des cotisations. Donc 0,8% des primes ou des cotisations sera affecté au forfait patientèle. On a une sorte de taxe, je ne sais pas si le terme est vraiment approprié, mais bon voilà, c'est une taxe, une nouvelle taxe qui va arriver sur les contrats complémentaires santé. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de 0,8% en plus sur votre appel de prime, puisque cette taxe-là de 0,8% vient remplacer, enfin, en tout cas est compensée en partie par la disparition de la contribution forfaitaire de 0,10 € qui était versée par les assurés. Donc, bon an, mal an, dans la limite de mes compétences en mathématiques, moi j'ai regardé qu'entre 250 millions et 300 millions, si on faisait une règle de 3, l'augmentation normalement de la prime ne devrait pas être supérieure à 0,13%
hein, et non pas à 0,8. Donc, vos chargés de clientèle ont été informés et nous verrons quelle sera la position des assureurs par rapport à cette, entre guillemets, nouvelle taxe qui va s'appliquer sur vos contrats complémentaires santé. Donc ensuite, CMU-C, ACS, bon, je pense que vous connaissez tous ces termes-là, ne serait-ce que parce que ça fait partie des dispenses d'ordre public. Donc dans vos actes, je suppose que vous voyez bien cette petite ligne où on dit que des salariés bénéficiant de la CMU-C ou de l'ACS peuvent se dispenser à condition de rentrer dans l'un des 3 moments visés à l'article 911-5. C'était la petite piqûre de rappel sur les dispenses d'ordre public. Eh bien, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que là, on va avoir une fusion en fait, des deux dispositifs. Voilà. Il y a un constat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CMU-C était... donc, c'est quoi la CMU-C, hein? C'est une complémentaire santé gratuite, hein, qui est à destination d'un public en assez grande précarité. Hein, on l'a indiqué dans le slide, c'est des personnes qui ont un revenu annuel pour une personne seule, inférieur à 8 800 € par an. Et pour éviter l'effet de seuil, on avait l'ACS qui venait être, cette fois-ci, non pas une mutuelle gratuite, mais une aide financière, hein, une participation, on va dire, de l'État, de la sécurité sociale, à l'acquisition d'une complémentaire santé, qui concernait le public qui était au-delà de ce seuil permettant de bénéficier de la CMU-C, mais pas trop loin non plus de ce seuil. Hein. Donc c'était des personnes qui avaient des ressources qui ne dépassaient pas 35% du plafond d'attribution de la CMU-C. Bon, le constat, c'est que autant la CMU-C fonctionne relativement bien, bon, c'est logique, hein, c'est une mutuelle gratuite, hein, donc elle fonctionne assez bien, et notamment le taux d'adhésion est assez fort. Autant la CS, c'était pas extraordinaire, on avait un taux d'adhésion qui était de 35% sur les personnes qui auraient pu en bénéficier. Bon, il y a une volonté, je pense, de simplification de la sécurité sociale qui reprend un peu la main sur ça. Et donc, désormais, on va avoir CMU-C, enfin, la CS disparaît, hein, et elle est refondue dans la CMU-C, et on va avoir une CMU-C à 2 étages, sans modification des seuils existants aujourd'hui. Hein. Donc, les personnes qui sont aujourd'hui qui pouvaient bénéficier de la CMU-C continueront d'y bénéficier de la même façon, et les personnes qui bénéficient de la CS bénéficieront de la CMU-C sous condition d'une participation qui va être fixée par arrêté, qui variera en fonction de l'âge. On parle aujourd'hui, et je pense que vous avez entendu un peu dans les médias, parce que c'est vrai que c'est assez parlant, on parlait pour les retraités, 1 € par personne et par jour pour avoir une complémentaire santé, sachant que ces complémentaires santé-là, bien sûr, s'inscrivent elles-mêmes dans le cadre du 100% santé, et donc permettent de bénéficier d'un remboursement assez important. Autre disposition, et là on est un petit peu désolé parce que ça fait un peu inventaire à l'après-vert, hein, mais bon, qui sont dans le projet de loi de financement de sécurité sociale, ça n'impacte pas forcément directement vos contrats, c'est plus de l'ordre pour l'information. Voilà. Disposition médicale, du PLFSS. Donc on a une modification, il est prévu une modification du calendrier des examens de santé pour les jeunes de moins de 18 ans. Voilà, avant on avait 20 consultations qui s'échelonnaient, alors ces consultations au sens très large, y compris les consultations dans le cadre de la scolarité, qui s'échelonnaient jusqu'à 6 ans. Désormais elles vont être sur 18 ans, ça suit en fait une recommandation qui avait été faite par le Haut Conseil de la santé publique. On a la généralisation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens. Pour mémoire, c'était quelque chose qui avait été instauré à titre expérimental dans la loi de finances 2017, loi de finances et sécurité sociale de 2017. On généralise pour la campagne de vaccination d'octobre 2019. Donc désormais, à partir d'octobre 2019, tout le monde pourra aller se faire vacciner chez son pharmacien s'il le souhaite. Autre disposition, les médicaments homéopathiques bénéficiaient depuis, a priori toujours, hein, d'une certaine clémence de la part de la, je ne sais plus comment elle s'appelle, de la commission en fait, qui vérifie le service médical rendu. Vous savez, tous les médicaments passent devant une commission qui doit vérifier si le médicament est utile ou non, et selon l'utilité du médicament, le taux de remboursement est différent, voire il n'y a pas de taux de remboursement. Et l'homéopathie bénéficiait d'un régime dérogatoire, désormais fini. L'homéopathie va rentrer dans le rang des autres médicaments. Et donc, vraisemblablement, vu les modalités
sont mises en place pour examiner le service médical rendu, on s'achemine vers un déremboursement de l'homéopathie. L'État renforce l'obligation de prescription des médicaments génériques. On est toujours confronté en France à un très faible recours des médicaments génériques, puisque en France 36% des médicaments sont des génériques. Au Royaume-Uni, pour info, 80%. Donc là encore, on va quand même laisser toujours la liberté de prescription aux médecins, mais cette fois-ci, vous savez, l'assurance maladie demandait déjà à ce que le médecin, lorsqu'il prescrit un médicament, coche la mention, écrive même à la main la mention non substituable, sinon à défaut le pharmacien devait substituer par un générique. Désormais, non seulement il faudra que cette mention figure, mais en même temps, le médecin devra justifier la non-substitution du médicament par un générique sur la base de critères médicaux prédéfinis par l'assurance maladie. Enfin, dernière disposition qui ne figurait pas dans l'avant-projet de loi de financement, qui avait été en fait annoncé le lendemain de la présentation de l'avant-projet de loi. Donc là, vraisemblablement, pas de boule de cristal, mais normalement on devrait la retrouver dans le projet de loi de financement de sécurité sociale, voire dans une proposition de loi faite par un parlementaire. La question de l'augmentation de la participation forfaitaire aux actes lourds. Pour mémoire, le ticket modérateur ne s'applique pas pour les actes dont le tarif est supérieur à 120 €, et il est remplacé par une participation forfaitaire de 18 €. Donc dès lors que vous allez faire soigner pour un acte relativement lourd, vous ne payez pas à hauteur de 30%, 40% de l'acte, mais payer un forfait. Désormais, ce forfait de 18 €, il est envisagé de le faire passer à 24 €. Pour mémoire, cette participation forfaitaire est prise en charge par les contrats d'assurance maladie. Donc en fait, ça impacte plutôt votre prime que votre porte-monnaie, même si au final, ce sera quand même votre porte-monnaie. Alors ensuite, d'autres mesures un peu plus diverses du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc première chose qui est plutôt intéressante, ce serait une dématérialisation des documents utilisés dans les relations avec les URSSAF. Donc désormais les URSSAF pourraient donc envoyer des mises en demeure de façon électronique. Ok, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il sera possible de conserver des pièces justificatives sur support informatique. Donc c'est vrai que là on est quand même sur une disposition plutôt intéressante qui permettra de ne pas avoir à garder du papier dans l'expectative d'un contrôle éventuel. Donc ça va plutôt dans le sens de l'actualité. Sens de l'histoire. Sens de l'histoire, oui. Bon. Ensuite, deuxième disposition, c'est de manière plus générale, c'est au niveau des indépendants. Donc on aura un alignement de leur régime au niveau du congé maternité et au niveau des règles en matière de vigie. A priori, à confirmer, ce serait notamment dans le cadre de la disparition du RSI et de la reprise de la gestion par le régime général. Et visiblement, ce serait pour simplifier un peu les règles de gestion et qu'il y aurait cet alignement. Bon, je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais en tout cas, ne serait-ce que pour le congé maternité, c'est une bonne nouvelle pour les indépendants. Là, ça participe à la promesse du candidat Macron qui avait dit qu'il souhaitait mettre fin au RSI, donc il y a un rapprochement des deux régimes de base, le régime général de sécurité sociale et le régime des indépendants. Donc ensuite, projet de loi de finances pour 2019. Voilà. Alors, projet de loi de finances 2019, alors là, pour le coup, c'est le vrai projet de loi de finances, puisque, vous savez, il est toujours déposé un petit peu avant le projet de loi de financement de sécurité sociale. Alors, bien évidemment, là, on va citer que 2 articles. Bien évidemment, il est beaucoup plus important que ça. Là, on vise les 2 articles qui concernent, qui, selon nous, peuvent vous intéresser au niveau de la protection sociale complémentaire. Alors, le premier, qui est, forcément, on est un peu à la marge de la protection sociale, puisque sinon, ça se retrouverait dans le projet de loi de finances sécurité sociale. Le premier, c'est les relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Alors, là, c'est juste une disposition qui nous a un petit peu, qui
qui n'est pas nouvelle en fait dans cette logique-là. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces articles 36? C'est que les futurs excédents de la sécurité sociale, et là je vous invite à revenir au début du slide où on avait le projet, la présentation du régime, donc le régime va redevenir bénéficiaire selon les estimations au moins jusqu'en 2022. C'est pas un secret, mais le budget d'État, lui, est fortement déficitaire. Et donc là, l'idée, c'est d'instaurer une solidarité financière entre les deux sphères, la sphère sécurité sociale, la sphère État. Donc qui dit solidarité, dit que en gros, les excédents de la sécurité sociale seront reversés à l'État. Comment fonctionne le mécanisme? Très rapidement, c'est que normalement, tout ce qui concerne la sécurité sociale est financé par des cotisations, tout ce qui concerne les dépenses de l'État est financé par l'impôt. Ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas, puisque le poids de la sécurité sociale est tel en France que, dans le cadre des politiques mises en place par l'État, les politiques de relance, politiques économiques, l'État joue beaucoup aussi sur les cotisations. Diane en a parlé tout à l'heure avec la transformation du CICE. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 30% en gros de la sécurité sociale, alors quand on joue sur les cotisations, l'État s'engage à compenser auprès de la sécurité sociale. Et donc pour compenser, en fait, il réattribue, il affecte une ressource fiscale à la sécurité sociale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 30% de la sécurité sociale est financée par des recettes fiscales. Et bien forcément, ce que se dit l'État, c'est que si le budget de la sécurité sociale présente des excédents, et bien plutôt que de laisser ces excédents à la sécurité sociale qui pourraient potentiellement améliorer on pourrait imaginer baisser les cotisations, améliorer les prestations. Non, en fait, ce qu'on diminuera, c'est la compensation fiscale qu'opérait l'État. Donc, c'est-à-dire que la compensation de l'État sera moindre, on ne sera plus 30%, mais moins, et ce qui sera donc au bénéfice exclusif de l'État. Voilà. Ensuite, la deuxième disposition qu'on a trouvée dans le projet de loi de finances, qui est plutôt intéressante, c'est la suppression de l'exonération de TSCA, donc c'est une taxe sur les conventions d'assurance, sur la garantie d'essai des contrats d'assurance emprunteurs. En fait, actuellement, les assurances souscrites en cas d'essai sont exonérées de TSCA, de manière générale, et la logique, c'est qu'il s'agit d'un dispositif d'épargne, et ça vient, c'est une exonération qui vient comme ça aider les assurés. La logique de supprimer cette exonération pour les contrats d'assurance souscrits en garantie de remboursement d'après, c'est que là, il ne s'agit pas du tout de contrats qui visent une épargne, il s'agit plutôt de vrais contrats d'assurance qui viennent assurer un risque et qui viennent en fait soutenir un achat immobilier. Donc la logique, ce serait donc de supprimer cette exonération pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, donc les contrats en cours ne seront pas concernés, et l'objectif ce serait d'attribuer le produit de cette taxe à une société, la société Action Logement Service. Donc cette société visiblement assure la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction. Ne m'en demandez pas plus, mais voilà, visiblement ça viendrait compenser en fait une perte de ressources engendrée par le relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises à la PEC qui serait prévu dans la loi Pacte. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus sur ce dispositif assez technique, mais ce serait la logique derrière cette suppression d'exonération de TSCA pour les contrats d'assurance emprunteurs. Ensuite, là du coup c'est fini pour le projet de loi de finances pour 2019. On a une information que vous devez peut-être avoir déjà vue dans la presse ou autre. On suppose que le PAS pour 2019 sera vraisemblablement revalorisé donc de 2%. Cela ressort d'une publication du 25 septembre par la Commission des comptes de la Sécurité sociale d'un rapport. Donc le plafond provisoire qu'on envisage, j'insiste, provisoire, pour 2019, ce serait annuellement 40 525 000 euros et mensuellement 3 377 euros. Pour mémoire, le plafond définitif sera fixé par arrêté en fin d'année, en décembre. On vous parle de ce rapport parce que généralement, les augmentations du PAS suivent ce rapport de la Commission des comptes tous les ans, sans exception, sauf l'année dernière
Donc, on insiste vraiment, plafond provisoire, c'est ce qu'on suppose, mais attendons d'avoir le plafond définitif qui sera fixé par arrêté, certainement début décembre. Voilà. Voilà, donc méfiance. Méfiance. Alors, on arrive à l'issue de ce webinaire et je ne vous cache pas que nous avons un problème technique qui fait que nous risquons de se couper dans quelques secondes. Je regarde un petit peu s'il y a des questions, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas de toute façon à nous poser des questions via l'adresse que vous avez en règle générale qui s'affiche. Et sinon, ce support sera envoyé à l'ensemble des participants et puis vous pouvez de toute façon revenir auprès de vos chargés de clientèle pour avoir les réponses que vous souhaitez avoir à vos questions, il n'y a pas de problème. Donc là, vous recevrez ce support, il sera aussi diffusé sur le site HCB où on remet l'adresse dans le mail que vous allez recevoir et qui comporte l'ensemble de nos webinars en replay. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et nous vous remercions d'avoir participé à cette session. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.